Si, bonjour, bonsoir. Oui, donc je suis démographe. Je travaille sur les questions de développement depuis assez longtemps et sur les questions d'environnement en particulier, enfin sur l'articulation population, environnement, développement, de manière assez générale. Et puis j'ai un travail plus spécifique de terrain en Inde, pas mal en Inde, où les questions démographiques se posent quand même de manière importante. Alors, je vais démarrer directement. Il n'y a pas d'inconvénient. Donc, la question à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de savoir si la montée des migrations environnementales est une fatalité. On entend de plus en plus souvent parler de migration environnementale. L'actualité récente liée à des ouragans de la saison cyclonique dans les Caraïbes, avec 8 ouragans, dont 5 majeurs, relance l'idée d'une menace du changement climatique qui se traduirait bien sûr par la montée des eaux, mais aussi par une fréquence plus grande des catastrophes naturelles et une intensité plus grande. Alors en fait, c'est en débat, il n'y a pas d'accord réel sur le fait de savoir si les cyclones sont plus fréquents aujourd'hui parce que du fait du réchauffement climatique, il n'y a pas assez de recul par rapport au phénomène. De toute manière, ce sont des régions qui sont quand même habituées aux cyclones. Cette année semble un peu particulière par l'accumulation. Mais en fait, quand on reprend une perspective historique, moi je connais mieux la baie du Bengale que les Caraïbes, mais on voit que simplement les événements sont plus ou moins médiatisés, mais que les populations subissent très fréquemment des événements extrêmes comme les cyclones. Alors, face à un cyclone comme celui qui est passé, donc Irma, la question qui se pose pour les gens, c'est de savoir s'il faut partir ou rester. Sur cette question, en fait, la réponse, disons, médiatique classique, c'est de dire il y a une transformation de l'environnement et les gens partent. C'est l'adaptation la plus naturelle à cette transformation, le fait de partir. En fait, c'est pas si simple que ça. Les gens partent pas forcément de gaieté de cœur. Et même quand les événements sont majeurs, comme là, par rapport à Saint-Martin, par exemple, il y a eu énormément de destruction, les gens ne partent pas forcément. Et je vais montrer un peu différentes situations qui font apparaître différentes situations où les gens sont confrontés à ce dilemme entre partir et rester. Récemment, lors de l'élection présidentielle, alors qu'il venait d'obtenir le soutien de l'Europe Écologie Les Verts, Benoît Hamon a dit en 2050, il y aura 1 milliard de personnes déplacées, selon les perspectives courantes, notamment des Nations Unies. En fait, si on regarde ce que ça représenterait, à l'horizon 2050, la population mondiale devrait être à peu près autour de 10 milliards d'habitants. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a 10% de la population mondiale qui serait constituée de personnes déplacées en 2050. Donc, l'horizon relativement rapproché. En fait, ces données font partie des choses qui circulent aujourd'hui. On parle de réchauffement climatique, on parle de déplacement de population, etc., sans vraiment dire de quoi il s'agit et sans vraiment regarder des situations concrètes, avec l'idée que, bon, c'est vrai qu'on aborde souvent les questions démographiques avec une vision assez catastrophiste, et on semble considérer que cette évolution est inéluctable. Alors, cette histoire des liens entre migration et environnement semble commencer en 1995 avec la publication d'un rapport d'un biologiste écologue, Norman Myers et Jennifer Kent, qui ont qui ont présenté ou introduit plutôt le concept de réfugiés environnementaux. Dans leur rapport, ils disent qu'il y a un nombre en augmentation très rapide de personnes qui ne peuvent plus bénéficier de moyens d'existence sûrs dans leur pays natal à cause de la sécheresse, de l'érosion des sols, de la désertification,
de la déforestation et d'autres problèmes environnementaux. Dans leur désespoir, ces réfugiés environnementaux, donc c'est la première fois que ce terme apparaît, comme ils en viennent de plus en plus à être connus, et comme ils sont désignés dans ce rapport, sentent qu'ils n'ont d'autre alternative que de chercher refuge ailleurs, aussi hasardeuse que puisse être cette tentative. Tous n'ont pas quitté leur pays, beaucoup s'étant déplacés à l'intérieur de celui-ci, mais tous ont quitté leur lieu d'origine sur une base semi-permanente, si ce n'est permanente, avec peu d'espoir d'un retour prévisible. Et cet homme, Myers, a donné des estimations chiffrées du nombre de réfugiés environnementaux. Pour l'année 1995, il a estimé le nombre à 25 millions, en disant qu'il était vraisemblable que ce nombre doublerait d'ici 2010. Alors ce chiffre de 25 millions, donc c'était en 1995, a été réutilisé régulièrement, jusqu'à aujourd'hui quasiment. Et quand on parlait du nombre de réfugiés environnementaux, on disait 25 millions. Donc c'était ce chiffre dont on ne sait pas trop d'où il vient, mais qui permet, puisque quand on a quelque chose de chiffré, ça permet de dire que c'est plus vrai. Et donc ce chiffre est utilisé par tout le monde sans que les gens sachent nécessairement d'où ce chiffre vient. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est d'abord de savoir si c'est un phénomène nouveau. Si on remonte à des temps vraiment anciens, Homo erectus, selon le préhistorien Henri de Lublé, 2 générations successives n'habitaient pas au même endroit. Il y avait en moyenne une 60aine de kilomètres entre 2 générations successives. Et au cours des millénaires, les hominidés sont passés d'un continent à l'autre. À l'ère quaternaire, les déplacements furent nombreux, du fait que le niveau de la mer est différent aujourd'hui, qu'il y avait une continuité entre continents. Et selon Pascal Pic, du Collège de France, les hommes préhistoriques sont depuis plus d'1 million d'années des espèces capables d'aller dans tous les écosystèmes, à pied, évidemment poussés par les variations climatiques et les changements de communautés écologiques. Mais ils traversent les communautés écologiques, et ça c'est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans un endroit, dans un écosystème, ils peuvent passer d'un écosystème à un autre. Et en fait, on voit déjà les variations climatiques qui sont mises en cause. Donc, tout n'est pas nouveau sur cette question. Si on considère une période beaucoup plus récente, c'est celle du Dust Bowl aux États-Unis, au Canada et aux États-Unis, dans les années 1930. Donc, ça a été ce Dust Bowl, traduit en français par bassin de poussière, ont été une série de tempêtes qui ont détruit les récoltes, érodé les sols, qui ont recouvert les habitations et le matériel. À ce moment-là, 3 millions de personnes à peu près ont migré, ont quitté, c'était des fermiers d'Oklahoma et d'Arkansas en partie, qui ont immigré vers la Californie. Donc on a vécu cet événement comme une sécheresse en cause, ainsi que les modes de culture, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et cet événement figure est à la base des raisins de la colère de John Steinbeck. Il écrit en particulier: sur ces entrefaites arriva la masse des expatriés attirés par le mirage de l'Ouest, du Kansas, de l'Oklahoma, du Texas, du Nouveau-Mexique, du Nevada et de l'Arkansas, par famille, par tribus entières. Ils s'amenèrent chassés par la poussière, chassés par les tracteurs. Donc par la poussière, c'est événement naturel, par les tracteurs, on reviendrait sur la question, c'est aussi intervention humaine. Mais donc on voit que ces phénomènes ne sont pas complètement nouveaux, enfin si tant est que le changement climatique soit nouveau, en tout cas on s'y intéressait moins qu'aujourd'hui. Donc ça c'est une image qui vous représente le Dust Bowl, donc la poussière de sable qui recouvrait les maisons, qui recouvrait toutes les champs et qui les rendaient totalement inexploitables. Alors, on avait défini les réfugiés environnementaux. Après, on a parlé des réfugiés climatiques. Et les premiers réfugiés climatiques, ils seraient apparus en 2004. Enfin, disons, leur entrée officielle sur la scène internationale date de 2004, au Vanuatu. En fait, au Vanuatu, des villageois ont été obligés de déplacer leur village du fait de la montée des eaux. Et en fait, ils les ont déplacés de quelques centaines de mètres.
mais c'est apparu comme un déplacement lié au changement climatique via la montée du niveau des eaux. Et cet événement a été médiatisé lors de la conférence de Montréal de 2005, qui était une COP, qui était la COP 11, où la notion de réfugié climatique a été popularisée très largement. En fait, cette élévation du niveau de l'eau, dans le cas particulier du Vanuatu, est liée pour la moitié, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 30 cm, de 27 cm, parce qu'en fait, il y avait une observation entre 1997 et 2009 pour des raisons pour suivre les aspects sismiques. Et cette observation a permis de mettre en évidence le fait que sur l'élévation du niveau de la mer de 27 cm, 15 cm étaient liés à la montée des eaux et 12 cm à l'enfoncement de l'île en lien avec des mouvements cosismiques. Donc, en fait, c'est ce modèle de réfugiés climatiques ou de réfugiés environnementaux, mais réfugiés climatiques plus particulièrement, qui sert un peu de référence dans la littérature ou dans la presse. Et quand on pense réfugiés climatiques, on pense aux îles d'Océanie, où les populations vivent au niveau très proche du niveau de la mer, donc qui sont très sensibles à une évolution, à une montée des eaux. Et partant de cette situation, on extrapole à l'ensemble de la planète en disant ça se passera partout de la même manière et les populations subiront le même type d'événements un peu partout sur la planète. Et c'est là que les choses sont moins simples que ça. Alors, déjà, il faut regarder ce que signifie la pression environnementale. Ce qui va déclencher ou non un déplacement de population, une mobilité, c'est une pression environnementale qui peut s'effectuer sur le long terme avec la dégradation des sols, une moindre disponibilité des terres. À ce moment-là, les migrations sont plutôt progressives, elles s'effectuent au cours du temps. Une migration de moyen terme avec des crises de subsistance répétées, des sécheresses sévères. À ce moment-là, il y a une migration d'intensité plus forte, mais tout le monde ne peut pas partir, tout le monde n'est pas en capacité de partir. Et puis, il y a des pressions environnementales instantanées, comme dans le cas de tsunamis, de tremblements de terre ou d'inondations majeures. À ce moment-là, on a des déplacements forcés. Presque tout le monde part, mais en partie de manière temporaire. Donc les formes de mobilité, vous voyez, sont différentes selon la nature du changement environnemental en question. Alors, je voudrais m'arrêter quelques instants sur les mots. D'abord, on utilise beaucoup le terme de réfugié. Le terme de réfugié, en fait, il est défini juridiquement, et s'il renvoie à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et sur le protocole de 1967. Et le statut de réfugié est associé au franchissement d'une frontière. On passe d'un pays à un autre, et on est réfugié dans un autre pays. Dans la Convention de Genève, on n'est pas réfugié dans son propre pays. On peut être en situation très difficile, ça n'a rien à voir, mais on n'aura pas le statut de réfugié. Et quand on utilise l'expression de migration écologique ou migration environnementale, de réfugiés écologiques ou réfugiés environnementaux, on laisse entendre qu'il y a un statut alors qu'il n'y a aucun statut de personnes qui sont déplacées pour des raisons environnementales. Elles n'ont aucun droit, alors que des réfugiés politiques ont des droits. Quand on parle de migration écologique ou migration environnementale, on laisse entendre que la cause première de la mobilité, ou éventuellement la cause unique, est une cause environnementale liée au changement environnemental. Donc on oppose à une cause politique ou à une cause économique ou à une guerre. Mais déjà séparer le changement environnemental du changement économique, ça peut être très difficile, surtout dans des économies rurales, agricoles. Des années de sécheresse, c'est environnemental, mais ça va faire qu'on ne peut rien cultiver, que les gens vont en situation de pauvreté, et ce sera économique. Donc déjà, la partition entre ce qui est écologique et ce qui est économique peut être très difficile. Quand on parle de migration climatique, on laisse entendre que le changement climatique est la cause première ou unique de la mobilité. Et enfin, quand on parle de personnes déplacées, on parle de déplacement de population, alors qui a changé d'ailleurs au passage. Autrefois, on parlait de déplacement de population, plutôt des déplacements forcés dans des régimes autoritaires.
Aujourd'hui, déplacement de population, c'est plutôt une forme de migration. Mais en réalité, quand les personnes se déplacent, elles peuvent parcourir des distances très différentes. Elles peuvent se déplacer d'un kilomètre, ou elles peuvent partir sur un autre continent, et où elles peuvent partir et revenir. Un organisme norvégien qui collationne en fait toutes les informations concernant les catastrophes et les conflits donne des estimations du nombre de déplacements associés donc à des conflits, autour de 9 millions, et associés à des désastres, avec une conception assez large des désastres, et qui estiment que le nombre des personnes déplacées au cours de l'année 2015 était autour de 19 millions, avec une population qui vit hors de son lieu d'origine estimée à 41 millions dans le cas des conflits, et une ignorance dans le cas des désastres, parce que justement les gens se déplacent, mais on ne sait pas ce qu'ils font après, on ne sait pas s'ils reviennent. Dans le cas de conflits, il y a des camps en général qui sont organisés, les gens restent plus longtemps. Dans le cas des déplacements environnementaux, c'est très difficile à suivre. Alors, ces données n'ont plus de valeur indicative, évidemment, puisque c'est un peu tout ce que j'essaie de montrer, que c'est extrêmement difficile de chiffrer. Il peut y avoir un événement, et là on le voit sur l'année 2015, donc ça ce sont les déplacements de l'année 2015 qui ne sont pas liés à des situations de conflit. Donc là, par exemple, vous avez eu 2 600 000 personnes qui se sont déplacées au Népal avec le tremblement de terre. 1 800 000 personnes qui se sont déplacées dans les États d'Andhra Pradesh et du Tamil Nadu en Inde. 1 600 000 personnes qui se sont déplacées avec les inondations liées à la mousson en Birmanie, etc., etc. Donc vous voyez le nombre. Alors évidemment, ce sont des pays où les populations sont nombreuses, et donc vous voyez c'est l'importance de ces déplacements de population. En jaune, c'est lié à des phénomènes géophysiques, et en bleu, c'est lié au temps atmosphérique, donc principalement des inondations et des sécheresses. Alors là, au passage, j'attire votre attention sur le fait qu'on a deux visions un peu de ces déplacements. Dans la partie haute du graphique, ce sont des déplacements mesurés en termes de nombre absolu, c'est-à-dire de l'importance des populations qui se sont déplacées. Et dans la partie basse du graphique, ce sont des déplacements relatifs, c'est-à-dire rapportés à 100 000 habitants. Et vous voyez par exemple qu'avec le cyclone Pam au Tuvalu, la moitié de la population s'est déplacée. Qu'au Vanuatu, le quart de la population s'est déplacée. Donc le phénomène, suivant qu'on l'observe en nombre absolu ou en nombre relatif, donne une impression différente. Évidemment, quand on est dans des très grands pays, comme c'est en Inde, là, très vite, les chiffres montent considérablement, parce que les populations sont nombreuses et sont denses. Mais quand on s'intéresse à des plus petits pays, le phénomène peut être très marquant, puisque la moitié de la population, dans le cas du Tuvalu, a été concernée par le cyclone et s'est déplacée du fait du cyclone. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi garder à l'esprit, l'ampleur des phénomènes selon les pays. Alors, pourquoi s'attend-on à une montée des migrations climatiques? Les raisons, c'est le changement climatique, évidemment, et la montée du niveau des eaux. Et c'est le changement climatique et l'aggravation des catastrophes naturelles, aussi bien en fréquence qu'en intensité. Ce deuxième point n'étant pas vraiment avéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense plutôt sur le fait de dire l'intensité serait plus lié au changement climatique, mais la fréquence, pas nécessairement. Mais rien n'est fixé sur cette question. Donc, ça reste une éventualité. Vu du point de vue de la vulnérabilité des populations, les populations sont en beaucoup plus grand nombre, du fait de la croissance démographique globale, et puis aussi du fait de la modification de la répartition spatiale de la population, en particulier en lien avec l'urbanisation. Donc, il y a un accroissement des densités de population, qui fait que un nombre croissant de personnes sont en situation de vulnérabilité.
La présence humaine, évidemment, est un élément. Une catastrophe qui se produit dans un endroit où personne ne vit, et ça passe inaperçu. Donc, que serait une catastrophe naturelle sans la présence des hommes qui la subissent et qui la disent? Parce qu'il faut qu'on la raconte aussi derrière. Aujourd'hui, évidemment, on est un peu blasé, si je peux dire, sur ce sujet, puisque dès que quelque chose se produit, l'ensemble de la planète y a accès. Mais les catastrophes du passé n'ont pas forcément toutes été connues. Et en tout cas, on n'a pas forcément non plus une mémoire complète. Alors, le changement climatique peut se traduire par des événements extrêmes différents. Donc, il y a une tendance au réchauffement, il y a une tendance à des températures extrêmes, tendance à l'assèchement, à des précipitations extrêmes, à des cyclones destructeurs, à des inondations, souvent liées d'ailleurs aux cyclones, à des ondes de tempête, liées aussi souvent aux cyclones. Ces événements, évidemment, vont solliciter les populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers le continuum, de manière différente, puisqu'il va y avoir des phénomènes qui sont relativement continus, et puis des phénomènes de canicule, par exemple, température extrême, comme ça a été le cas en Europe en 2003. Donc, phénomène à l'époque qu'on a eu du mal à identifier, qu'on a identifié qu'en cours de phénomène. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu une mortalité non négligeable lors de la canicule de 2003, c'est que les autorités politiques et médicales ont mis un certain temps à réaliser ce qui se passait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avertis et donc on peut prendre des mesures. Sécheresse dans la Corne de l'Afrique 2011, une immense sécheresse. Là, c'est un phénomène qui en même temps s'inscrit dans une tendance longue de sécheresse, mais aussi avec des épisodes plus particuliers qui contraignent là vraiment les populations à se déplacer. Le typhon Haiyan aux Philippines, phénomène violent et très destructeur. Alors, en fait, ces phénomènes, un même pays peut souffrir de phénomènes, disons, opposés, si on peut dire ça. L'Inde, en 2012, a souffert de grandes inondations dans la région de l'Est, avec des très fortes pluies saisonnières liées à la mousson. Et l'année d'après, mais dans l'ouest du pays, il y a une sécheresse historique avec le bétail qui est mort et les gens qui étaient menacés de famine. Vous voyez tous les gens qui sont autour d'un puits pour aller chercher de l'eau. Donc en fait, ces phénomènes se produisent simultanément et donc on voit bien la pression environnementale que peuvent subir des pays dans lesquels la population augmente encore de manière extrêmement rapide. Alors, les menaces de demain, elles sont en particulier liées à la montée des eaux, au niveau de montée des eaux. Et ça, ce sont des éléments en discussion, suivant les scénarios qui sont retenus, les scénarios du GIEC, donc avec un scénario de stricte atténuation, c'est-à-dire que la situation reviendra, on baisserait beaucoup la pression en termes d'émissions exercées sur la planète dans un cas, ou au contraire, émissions de gaz à effet de serre très très élevées. Donc ça, ce sont les deux scénarios les plus contrastés, là, ce qui s'appelle chez eux RCP 2.6 et RCP 8.5, donc qui sont en fait des scénarios de concentration en gaz à effet de serre. Et suivant ces scénarios, on va avoir des niveaux de montée des eaux différents. Mais déjà, on a des élévations de la température qui sont très très différenciées selon ces scénarios. Donc cette figure montre que finalement entre 1900 et 2000, la température a varié, s'est certes élevée, mais à un rythme modéré, en tout cas modéré au regard de ce qui est attendu par la suite, selon les scénarios. Donc scénario bleu, la courbe en bleu qui est l'atténuation, et scénario rouge qui est le maintien, la poursuite des tendances actuelles. Pardon. Avec une forte émission de gaz à effet de serre. Et suivant ces scénarios, on a des niveaux de montée des eaux qui sont évidemment différents. Vous voyez la courbe rouge du haut, enfin les bas rouges,
peut-être pour vous. Donc avec les quartiers types autour de la montée des eaux qui peut aller jusqu'à 1 mètre de montée des eaux à l'horizon 2100. Sachant que en fait, ces niveaux de montée des eaux varient beaucoup selon les endroits sur la Terre. C'est pas le même niveau. Quand l'eau monte d'1 mètre, elle ne monte pas d'1 mètre partout. Et suivant les régions, il peut y avoir des variations très fortes. Et en fait, on est en situation où il y a des points chauds, en fait, des lieux sur la planète qui sont particulièrement vulnérables. Les Maldives en sont un exemple parfait, si je peux dire. Donc les Maldives, au sud-ouest de l'Inde, 80% des îles sont en dessous du niveau de la mer, sont à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc si la mer s'élève d'1 mètre, 80% de l'île déjà est sous l'eau. Et en 1987, les Maldives ont connu des vagues inhabituellement hautes qui ont créé d'importants dommages. Les 2 tiers de l'ensemble des Maldives furent inondés, y compris la capitale Malé pendant 2 jours. Et comme l'aéroport est le seul lien des Maldives avec l'extérieur, l'aéroport est inondé, il n'y a pas eu de secours pendant plusieurs jours. Donc là, on retrouve la situation dont j'ai parlé tout à l'heure, Vanuatu, etc., des îles qui sont particulièrement vulnérables et avec déjà des départs de population et au passage des départs de population qui peuvent poser des dans les pays d'accueil, parce que les gens d'Océanie, ceux qui partent notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas forcément bienvenus. Les gens de la Corne de l'Afrique qui partent, ils vont au Kenya par exemple, mais ils ne sont pas forcément bienvenus. Les problèmes de terre au Kenya sont des problèmes extrêmement, déjà qui suscitent des conflits entre Kenyans, entre populations kenyanes. Donc quand des gens viennent d'Éthiopie pour s'installer au Kenya, ils ne sont pas très bien vus. Donc il y a toutes ces questions sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais qui est aussi une question très importante dans les migrations. Quand il y a des migrations environnementales, c'est que où vont les gens? Ils peuvent rester à l'intérieur du même pays, et ils peuvent rentrer dans le cadre d'un programme, mais effectivement dans un autre pays, ils ne sont pas forcément bienvenus dans cet autre pays. Alors, oui, celle-là, elle n'est pas tout à fait à la bonne place, mais c'est juste pour vous montrer la dimension démographique de la vulnérabilité. Ça, c'est d'un endroit en Inde, en dessous de Calcutta, un district sur lequel je travaille qui a été traversé par un cyclone très meurtrier en 1999. Et donc là, vous voyez la croissance de la population de 400 000 sur le district lui-même. Hein, c'est de 400 000 à 1 million entre 1901 et 1991. Et avec des taux de croissance, là, à gauche, sont les taux de croissance de l'Inde, de l'État dans lequel est situé ce district et du district lui-même. Donc des taux de croissance qui dépassent 2% par an pendant plus de 20 ans. Et sachant que 2% par an, ça veut dire qu'une population double en 35 ans. Donc on voit bien que cette pression environnementale, elle est en partie liée au changement climatique, mais elle s'intensifie beaucoup du fait de la présence de la population sur place. Une autre situation de point chaud, ce sont les villes. Si on considère les agglomérations urbaines de plus de 300 000 habitants, il y en a à l'échelle mondiale à peu près 1700. Elle représente au total une population de plus de 2 milliards d'habitants. Et les villes exposées à un risque élevé, elles sont au nombre de 944. Et elles représentent une population de à peu près 1,4 milliard d'habitants. Pourquoi? Parce que la répartition des villes sur la planète est une répartition très largement sur les côtes, avec donc un risque très important en cas d'élévation du niveau de la mer ou de cyclone, comme on l'a vu récemment avec les épisodes aux Caraïbes et en Floride, au Texas. Et donc cette carte est quand même montre l'ampleur du problème, alors qui est complètement différent parce que là, ce sont des grandes villes, hein, ce sont des villes de plus de
de plus de 300 000 habitants. Et vous voyez que là, le problème de faire face à... S'il y a vraiment monté des eaux majeures, que le problème est très largement partagé. Et une illustration, c'était l'ouragan Sandy à New York en 2012, où il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de personnes décédées, mais par contre, il y a eu des dégâts matériels très très importants. Le métro a été inondé, même la partie sud de la ville de Manhattan a été inondée. Et près de New York, il y a eu beaucoup de dégâts d'incendies, de court-circuits, d'incendies. Donc ces phénomènes ne touchent pas uniquement les pays en développement, mais touchent l'ensemble, enfin, est un problème maintenant pour l'ensemble des grandes agglomérations de la planète. Alors, en fait, il faut se dire qu'il faut vivre avec le risque. Alors, on vit avec le risque quand on oublie. C'était le cas avec la tempête Xynthia en 2010. Et finalement, on a perdu la conscience du danger. Un historien qui avait été convoqué, il était intervenu au procès qui a été fait après, avec le procès fait au maire de la Faute-sur-Mer. Donc, rappeler qu'autrefois, on était très conscient de ce danger maritime dans la région, et en particulier la Faute-sur-Mer, et que la mer était crainte, et que quand on bâtissait, on veillait à bâtir en hauteur. Et en fait, ce danger fut totalement oublié, et puis vint le moment de la promotion immobilière, du fait que c'est bien d'habiter au bord des côtes, donc les gens se sont installés là pour leur retraite sans avoir la moindre conscience du danger. Donc là, un risque qui était connu, a été complètement oublié. Le risque peut aussi être sous-estimé. C'est ce qui s'est passé avec le cyclone dont j'ai évoqué tout à l'heure de 1999 en Inde du Nord-Est. Alors c'est particulièrement intéressant parce que c'est d'une région, c'est la baie du Bengale, en dessous de Calcutta, une région où il y a eu énormément, enfin il y a toujours d'ailleurs énormément de cyclones, donc les gens sont très habitués aux cyclones. Et en 1999, il y a eu un cyclone qui a été annoncé en début octobre, et donc les populations se sont un peu mobilisées. Et sachant qu'à ce moment-là, les systèmes de communication étaient quand même pas très développés, que c'est une région très rurale, dans un village où j'avais interrogé des gens, il y avait 2 téléphones. Il y avait le prêtre qui avait un téléphone et puis l'école, la poste. Donc, pour prévenir en cas de catastrophe. Et donc, une catastrophe a été annoncée, un cyclone début du mois d'octobre. Puis finalement, il est passé et il n'a pas provoqué beaucoup de dégâts. Et un autre cyclone est arrivé 3 semaines plus tard. Donc il y a eu une information du gouvernement, mais sachant, comme je disais, qu'il y a peu de moyens de communication. Et puis, comme la première annonce avait été un peu pour rien, les gens se sont dit non, c'est pas grave, on va faire une spéciale. En plus, c'était une très belle journée, donc ça ne donnait pas l'idée qu'il allait avoir un cyclone. Et le résultat, c'est qu'il y a eu 10 000 morts dans ce cyclone, sur une région relativement restreinte. Donc ça a été un choc absolu pour la région, évidemment, mais aussi pour le pays. Donc à partir de là, il y a eu une politique sur laquelle j'en viendrai. Et puis il y a le risque accepté. Les pêcheurs de Banda Aceh, après le tsunami d'Indonésie, ils n'acceptent pas. Le gouvernement a voulu définir une zone de protection le long de la côte, à Banda Aceh, d'1 kilomètre. Il faut dire, on n'habite pas à moins d'1 kilomètre de la côte. Et en fait, les pêcheurs n'acceptent pas cette contrainte parce que pour eux, ils estiment qu'ils vivent de la mer et que leur travail est là. Et donc ça, c'est un risque qui est accepté. C'est pas parce que les gens n'en sont pas conscients, mais dans l'ordre de leurs priorités et compte tenu des contraintes de contraintes économiques qu'ils ont, ils préfèrent accepter ce risque.
Un exemple encore de ce risque, de vivre avec le risque, un exemple de villages aussi, c'est un peu dans la même région, là en dessous de Calcutta. Ce sont des villages, j'avais vu 8 villages qui étaient au bord de la côte, et la côte absorbe régulièrement les villages. Et là, vous voyez sur l'image d'en bas, vous avez une maison, là. Vous avez une maison là avec les gens, je ne sais pas si vous voyez, là il y a des gens, et là c'est la maison qui est là juste derrière le lien. Et les gens ne partent pas, ils vivent là. Et là, vous avez tout le village qui est juste derrière la colline, ça c'est une colline ici. Et donc un village qui est extrêmement, enfin en situation de grande vulnérabilité. Donc les gens sont, pardon, non, c'est pas ça. Les gens sont d'une certaine façon coupés du monde. Il n'y a pas d'électricité, ils ont tous des capteurs solaires, ils ont des capteurs solaires et des téléphones. Et pour arriver là, il faut y aller en moto, il n'y a pas de route, mais les gens ne s'en vont pas. Donc par rapport disons, au discours sur 1 milliard de gens qui vont se déplacer, je pense que ça ne correspond pas du tout à la réalité, parce que les gens ne s'en vont pas aussi facilement qu'on le dit. Alors, en fait, il est important de distinguer les déplacements des migrations. Si on considère par exemple l'ouragan de la Nouvelle-Orléans de 2005, qui était très meurtrier, en fait, les autorités de la Nouvelle-Orléans ont fait évacuer des centaines de milliers d'habitants. Vous voyez là sur cette photo toutes ces voitures qui sont immenses embouteillages. Mais la partie la plus pauvre de la population est restée sur place. Et voilà ce qu'elle a vécu, la population qui est restée sur place, donc l'inondation de toute une partie de la ville. Alors, on peut avoir une idée de justement ces déplacements de population indirects. Ça, c'est une carte qui est intéressante puisqu'elle localise les gens qui sont partis de la Nouvelle-Orléans en fonction de l'endroit à partir duquel ils ont fait une demande d'assistance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ben, ils étaient à San Francisco, ils ont fait leur demande à San Francisco. Donc, des gens qui étaient à la Nouvelle-Orléans, qui se sont retrouvés à San Francisco, ou à Los Angeles, ou à New York, etc. Et donc c'est une carte qui donne une distribution des déplacements de population à la suite de l'ouragan de la Nouvelle-Orléans. Donc on voit bien qu'il y a une concentration locale dans la région, évidemment, mais il y a quand même des gens qui sont allés très loin. Alors derrière, il y a des réseaux familiaux, il y a des choses évidemment qui expliquent cette dispersion, mais c'est une bonne illustration de la réaction, de la réponse des populations via la mobilité à cet événement catastrophique. Alors, en fait, quand on regarde de plus près l'expérience de la Nouvelle-Orléans, ben, on se rend compte que ça a été très discriminant en fonction des populations, entre blancs et noirs. Donc là, ça, ce sont des images de la télévision. En bas, ben, ce seront les blancs qui sont partis en voiture. Et puis, en haut, à droite, ce sont les noirs qui sont restés sur place et qui sont allés se réfugier dans un stade dans lequel ils sont restés pendant 4-5 jours où il y avait une chaleur torride, sans eau, sans rien. Donc, en fait, il y a eu un même phénomène a touché de manière très différentielle deux populations, les blancs qui sont plus souvent partis que les noirs, et sur place, les noirs ont été plus touchés que les blancs. Évidemment, c'est eux qui ont été le plus touchés par les catastrophes. Et puis quand on regarde le retour, les blancs sont plus souvent revenus que les noirs. Et donc là, il y a un effet richesse et un effet zone d'exposition, puisque les gens ont été indemnisés après la catastrophe de la Nouvelle-Orléans en fonction de la valeur de leurs biens. Donc les gens qui étaient riches ont touché pas mal d'argent parce que leur maison valait quelque chose. Les gens qui étaient pauvres, leur maison valait plus rien, donc ils n'ont rien touché, donc ils n'ont pas pu revenir. Et donc un même phénomène peut toucher différentiellement des populations. Et ça, je crois que c'est d'un cas un peu limite, parce qu'évidemment la situation américaine est aussi assez particulière,
Mais enfin, c'est quand même, quand on analyse la mobilité, c'est quand même un cas intéressant. Alors, là, je reviens en Inde. Je vous ai dit, donc en 1999, il y avait un cyclone majeur. Et à partir de ce moment-là, les autorités du pays ont construit des abris, comme celui-ci, qui sont des multi-purpose cyclone shelters, donc des abris qui peuvent servir à différentes choses, mais qui sont avant tout des abris anti-cyclone. Et donc, quand un cyclone est annoncé, les gens se réfugient dans ces abris. Donc, ils ont construit des abris comme ça dans chaque village, où il y a des écoles, où il y a ces abris, dans chaque village. Et les gens doivent s'y rendre. Ce sont des évacuations massives et les gens sont obligés de s'y rendre, sauf s'ils ont une maison en ciment, sauf s'ils peuvent montrer que leur maison peut tenir le coup en cas de cyclone. Et donc, quand il y a eu le cyclone Féline en 2013, et puis on a eu un autre Hudhud en 2014, il y a eu des évacuations massives, mais il n'y a eu pratiquement aucune personne qui a été tuée. Et donc là, on voit bien l'effet disons, de leçons tirées du cyclone de 99, qui ont été cette construction, d'une part cette destruction des abris un peu partout, donc, et puis d'autre part la sensibilisation des personnes au danger de ces cyclones. Alors, quand on parle aussi de mobilité, on laisse entendre que les gens ont toujours envie de partir. Quand on parle de migration, de manière générale, on donne l'idée, on soutient l'idée que les gens partent de gaieté du cœur. Alors, ça peut être dans le cas quelquefois, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, c'est après le tsunami au Japon, de 2011, les gens, beaucoup de gens sont restés en fait sur place. Alors, ils ne sont pas restés. D'abord, il y en a qui n'ont pas voulu partir à côté de Fukushima, de la centrale de Fukushima. D'autant plus qu'au départ, on leur a dit la zone dangereuse, c'est juste 2 km autour. Puis après, on leur a dit c'est 4 km, 10 km, etc. Donc, ils avaient une information qui évolue au cours du temps. Mais même avec cette information, tout le monde ne voulait pas partir. Et là, c'est une région donc, qui a été touchée par le tsunami, pas par la catastrophe nucléaire, mais par le tsunami lui-même, mais très très violemment. Le village a disparu complètement, c'est le village de Takata. Et une des personnes dit pour moi, aller ailleurs n'est pas une option. Ma famille a vécu ici depuis des générations. Donc j'accepte le risque. Alors on fait des travaux immenses pour faire reconstruire une ville sur cet endroit. Alors, faire face au risque, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire et faire face au risque, c'est quelque chose que les Pays-Bas font depuis déjà longtemps. En 1953, il y a eu une terrible inondation aux Pays-Bas, enfin, qui n'est pas uniquement aux Pays-Bas, qui a touché l'Angleterre, la mer du Nord, etc., mais qui avait été très, très violente. Et depuis, les Pays-Bas sont très sensibilisés, évidemment, aux questions d'inondation. Ça, c'est une carte montrant la partie des Pays-Bas qui serait immergée si le niveau de l'eau montait simplement de 1 mètre. Donc on voit qu'à peu près la moitié du pays serait sous l'eau avec une montée de 1 mètre. Donc tout ça a sensibilisé le pays à cette question de la protection face en particulier aux inondations. Et les Pays-Bas ont développé tout un programme très impressionnant, en fait, visant à faire des expériences et des tests pour faire face au risque d'inondation et au risque de montée des eaux. Donc là, la carte là, chaque point correspond à un programme particulier pour faire face aux questions d'inondation, de qualité de l'eau, etc. Et sur l'image de là, c'est ce qu'il appelle un moteur de sable. Vous allez y mettre du sable, ils viennent déposer du sable à un endroit sur la côte, et en attendant après que les courants répartissent le sable le long de la côte pour la protéger le plus possible. Donc il y a tout un tas de mesures qui sont prises, des mesures qui consistent
à geler des endroits pour que l'eau des rivières puisse s'écouler librement. Bon, on sait bien qu'il y a une partie des inondations qui est liée au fait qu'on a endigué beaucoup de rivières et que donc on a accru leur potentiel d'inondation plus loin. On a protégé certains endroits, mais on a accru les risques plus loin. Et donc, ce programme est extrêmement intéressant et ce programme est appliqué notamment à Jakarta, puisque Jakarta est une ville qui est très exposée au niveau de l'eau, avec une densité de population extrême. Et en plus, la ville s'enfonce, a tendance à s'enfoncer, parce que les sols se tassent. Et donc, ils sont en train de construire une digue à Jakarta. Donc là, il y a des enjeux, disons, pour faire face aux risques qui sont considérables. Alors, une des façons de faire face aux risques, c'est de surélever l'habitat. Ça, ce sont deux exemples. L'un en Inde, c'est assez artisanal. Les gens ont fait une butte de terre devant leur maison. Et puis en bas, c'est au Japon, après le tsunami. Alors là, c'est des travaux gigantesques qui sont faits. Vous voyez le changement du niveau du sol. Donc le niveau, il était au niveau des camions et à l'arrivée, c'est le niveau de la partie jaune en haut. Et donc il casse une partie de la montagne pour surélever la côte. Et ce sont des travaux absolument gigantesques qui sont faits. Donc avec l'idée, bien qu'on ne va pas partir, on ne va pas aller ailleurs, on va rester sur place, mais on va se protéger. Donc il y a aussi des programmes où on va mettre, par rapport au niveau de la mer, s'il y a une pente, on va mettre d'abord des prairies ou des herbages, ensuite on va mettre les animaux, ensuite on va mettre les arbres, et ensuite on va mettre les maisons dans le sens de la pente pour faire face au risque. Donc, il y a des situations qui sont... il y a des moyens de faire face, en tout cas, que les populations font, dit plus ou moins artisanal et plus ou moins industriel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces questions? Une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale des migrations prend l'exemple du Bangladesh pour dire finalement, il faut dédramatiser la migration, il faut considérer la migration comme une stratégie d'adaptation au changement climatique. Parce que dans le delta du Bangladesh, donc, où les populations, une grande partie des populations vivent au niveau de la mer pratiquement, quand il y a une élévation d'eau, il y a des coins qui disparaissent, mais par contre, il y a accumulation d'alluvions dans d'autres parties. Et l'OIM dit, oui, il y a des gens, il faut qu'ils se déplacent. Si c'est immergé la partie et qu'il y a une partie qui émerge un peu plus loin, il faut se déplacer. Et puis c'est une façon de faire face à la montée du niveau des eaux ou à des événements catastrophiques. Alors, ça paraît quand même un petit peu... ça me semble un petit peu facile par rapport à ces questions. Les gens, d'abord, il y a des phénomènes de risque, d'annonce, de temps pour réagir, etc. Et puis, la situation des gens, ils vont de toute façon d'une zone à risque à une autre zone à risque. En tout cas, ça ne semble pas être une solution qui pourrait être étendue à l'échelle de la planète. Et dans la réalité, au Bangladesh, une grande partie des gens qui partent, ils vont à Dakar, dans la capitale, ils vivent dans des bidonvilles à Dakar, et ils vont grossir le rang des pauvres à Dakar. Donc, c'est difficile, je trouve, de considérer la mobilité comme une solution. On peut la considérer comme nécessaire dans certains cas et comme une façon de réagir dans l'urgence, mais je pense pas plus. Quand on parle de migration, on parle toujours de migration, mais normalement, migration, de manière technique, c'est un déplacement de population de certaine durée. En général, on considère que c'est un déplacement d'au moins 1 an. Et donc, si je me déplace, si je vais habiter le bâtiment d'à côté de chez moi, c'est pas vraiment une migration, même si on peut considérer, je dirais que c'est plus un déplacement. Et surtout, par rapport à ces déplacements, c'est la question du retour. Les gens partent, et comme on le voit en particulier sur la Nouvelle-Orléans, les gens sont partis beaucoup, mais ils sont revenus.
Et les gens les plus riches sont venus, enfin ceux qui habitaient dans les quartiers protégés, sont venus très rapidement. Et puis les autres mis plus de temps à revenir. Et puis derrière, évidemment, il y a la question de l'atténuation et de l'adaptation. Donc, par rapport au changement climatique, il y a une incertitude énorme sur l'ampleur des conséquences à venir, comme je vous l'ai montré, en termes d'élévation des températures et en termes d'élévation du niveau de l'eau. Donc ça, c'est une question majeure. Et puis ensuite, la question du lien entre l'ampleur du changement climatique et les phénomènes extrêmes que l'on peut connaître. Donc de sécheresse, de cyclones, d'inondations, etc. Et ce lien n'est pas si facile à certifier. Et puis, on a tendance à mettre sur le compte de catastrophes naturelles des phénomènes qui ne sont qu'en partie naturels. Et je reviens au Dust Bowl dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, cette région des États-Unis, c'est une région de prairie et très peu habitée. Et puis, il y a des gens qui sont venus s'y installer, donc il y a eu des migrations. Et à ce moment-là, on a mécanisé l'agriculture, on a converti les prairies en champs céréaliers. Cette mécanisation a fragilisé les sols parce qu'on a labouré énormément les sols, avec des couches de terre qui étaient très réduites. La sécheresse est venue par-dessus et les tempêtes de vent, et on a eu le phénomène du Dust Bowl. Et ce phénomène du Dust Bowl a entraîné des migrations. Donc si on regarde ce qu'on peut appeler un système d'ensemble de ces événements, en fait, sur un endroit où il n'y avait rien, il y a des gens qui sont venus s'installer, donc pression démographique. Agriculture, changement agricole avec la mécanisation et avec des labours fréquents. Donc fragilisation des sols. Ensuite, phénomène naturel que j'ai mis en vert. Sécheresse et tempête de vent, ça c'est la seule partie vraiment naturelle de l'opération qui a créé donc ce phénomène majeur du Dust Bowl et qui lui a entraîné des migrations. Donc là aussi, au passage, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a des migrations qui peuvent être reliées. Il y a eu des migrations qui ont fait que la question s'est posée, et puis la réponse, d'une certaine manière, à ce phénomène a été aussi des migrations. Et on voit des situations dans des pays, par exemple, qui subissent des très fortes sécheresses, de migration antérieure qui permettent aux gens de rester. Donc des liens entre des situations de mobilité. Je m'explique. En Thaïlande, par exemple, des gens qui sont dans une région rurale voient un migrant, ont un membre de leur famille qui part travailler à Bangkok ou ailleurs, et donc il va leur donner des transferts de fonds, il va leur envoyer de l'argent. Et s'il y a une situation de sécheresse momentanée et violente, la personne, le migrant qui est à l'extérieur, va leur envoyer des fonds ou des vivres, des choses qui leur permettent de rester sur place. Donc là, on a un lien entre une migration précédente et la non-migration. C'est-à-dire, les gens peuvent rester s'il y a une migration auparavant. Et on observe ça dans différents pays d'Afrique aussi. Donc, vous voyez aussi que les phénomènes peuvent être liés entre eux. Et en fait, d'une certaine façon, c'est aussi intéressant de s'intéresser à la façon dont les gens restent, et disons au fait que les gens restent sur place, qu'au fait que des gens s'en aillent. Parce que l'idée qu'on a un changement environnemental plus ou moins violent qui entraîne immédiatement des migrations et de gens qui partent sans jamais revenir, ce qui était la définition des réfugiés environnementaux qui a été présentée en 1995, c'est une idée très mécanique, une vision très mécanique des sociétés. Les gens ne réagissent pas comme ça, ils ont des réseaux familiaux, d'abord, qui vont faire qu'ils vont aller à un endroit ou à un autre. Ils vont avoir un réseau familial qui va leur permettre de rester éventuellement en cas d'événement catastrophique. Et donc, si on tient compte de ces questions, il faut tenir compte des changements environnementaux, liés ou non au changement climatique, mais aussi de toute la composition des familles, de la localisation des individus,
et aussi des motivations des gens qui peuvent, comme je l'ai montré, ne pas avoir envie de battre. Et toujours dans l'idée de cette distinction entre catastrophes naturelles ou pas naturelles, donc je disais qu'on mettait sur le compte de catastrophes naturelles beaucoup de phénomènes qui n'étaient pas proprement naturels. Et l'ouragan de Katrina a été meurtrier pour diverses raisons, mais la première raison, c'est que les gens n'ont pas été évacués, les populations pauvres n'ont pas été évacuées. Alors là, les alertes ont été complètement déficientes, les gens, on savait même pas où, on leur a même pas dit d'aller dans les endroits un peu élevés d'Irien, on les a tous, comme je disais, invités à aller au stade où il n'y avait aucun équipement ni rien. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de l'eau est monté sur le lac Pontchartrain, là, qui est une partie ici, en hauteur, enfin en haut, plus exactement. Et, non, pardon. Et ce qui s'est... Toujours est-il que, je ne sais pas si vous me voyez là, c'est... Ici, il y a des endroits où il y a des petits signes là. Et en fait, ce sont tous les endroits où les digues se sont cassés. Et en fait, tous les décès qui ont eu lieu à la Nouvelle-Orléans, ça a été lié au fait que les digues se sont rompues. Et les habitations étaient en contrebas des digues. Bon, bien sûr, il y a eu le phénomène naturel de pression avec la montée de l'équivalent de l'eau sur le lac Pontchartrain qui a exercé une très forte pression. Mais ce sont les digues qui étaient anciennes, qui n'étaient pas du tout comme on les fait aujourd'hui avec des pentes, elles étaient juste des murs. En fait, donc il y avait très peu de résistance. Et donc une bonne partie de la catastrophe n'était pas naturelle au sens propre du terme. Et en fait, quand on regarde beaucoup de catastrophes dites naturelles, il y a le fait qu'il y avait des populations qui étaient là ou pas, mais il y a aussi le fait que, alors associé à ça, le fait qu'on avait asséché les marais autour, etc. Beaucoup d'autres phénomènes qui entrent aussi en ligne de compte humain, phénomènes liés aux êtres humains. Et donc là, on voit bien que c'est un exemple pour montrer que c'est pas juste le changement climatique qui fait des catastrophes, etc. C'est aussi la façon dont on fait face à une catastrophe. Alors, est-ce que les catastrophes naturelles seront plus fréquentes ou pas? Là, il y a des accords, comme je disais, avec un recul d'une quarantaine d'années, selon Météo France, il est impossible de distinguer l'impact du changement climatique de la variabilité naturelle du phénomène. C'est vrai que quand on regarde le climat passé, dans l'histoire du climat de Leroy Ladurie, par exemple, on voit qu'il y a eu des épisodes de changement climatique à l'échelle locale qui peuvent avoir été très importants. Ils ont créé des problèmes locaux très importants. Et est-ce que les catastrophes sont plus intenses selon un membre du GIEC, Valérie Masson-Delmotte? Les cyclones d'une intensité plus grande sont des conséquences attendues du changement climatique, mais pour ce qui est de la fréquence, personne ne se prononce vraiment. Et en fait, l'ampleur des changements, on va le dire, n'est pas à sous-estimer. Donc la question n'est pas de dire qu'il n'y a pas des risques majeurs à l'échelle de la planète liés au changement climatique. Ça constitue vraiment un défi pour les populations. Mais d'une part, la nature n'est pas seule à créer des vulnérabilités, comme je l'ai montré sur quelques exemples. D'autre part, la migration n'est pas la seule réponse possible. Donc il peut y avoir une réponse du type de celles qui sont développées aux Pays-Bas, amélioration des digues, des espaces pour permettre à l'eau de se répandre sans inonder les habitations, etc. Et puis, les déplacements peuvent être relativement locaux. C'est-à-dire que sur une zone, quelquefois, à 300 mètres, il y a une hauteur, et la hauteur permet de se protéger. Dans le cas du tsunami japonais, les gens qui vivaient un peu sur la hauteur ont été protégés. C'est ceux qui étaient vraiment au niveau de la mer qui ont été... les villages ont disparu complètement. Donc, il me semble qu'une explosion des migrations internationales n'est pas une fatalité. Je pense qu'il y a des facteurs de tension, et on le voit bien quand on regarde la carte de l'urbanisation des grandes villes à l'échelle de la planète, mais il y a aussi des moyens de faire face à ces événements.
D'autant plus des moyens qu'il y a des systèmes de communication aujourd'hui qui permettent d'alerter les populations suffisamment à l'avance. Alors après, il faut qu'elles sachent ce qu'il faut faire. C'est vrai que les expériences passées dans comme à Banda Aceh, maintenant à l'école, on apprend aux enfants, on leur dit ce qu'il faut faire en cas de tsunami. Donc il y a tout un apprentissage qui doit se faire. Et donc en tout cas, je ne pense pas du tout qu'on soit dans une situation d'explosion du jeu qui conduirait à ce qu'il y ait 1 milliard de gens qui arrivent hors de leur lieu d'origine. Peut-être qu'ils se déplacent très localement, mais en tout cas pas vraiment très très loin de l'endroit où ils sont nés ou ont vécu. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser un peu de temps pour les échanges. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une idée de l'intérêt qu'ont les politiques à faire ces approches catastrophiques, exagérées, comportant des exactitudes, des approximations illusions? Il y a une forme de mode, si je peux dire, sur les questions environnementales. Dans les années 70, on s'intéressait aux ressources, à l'utilisation des ressources. Et puis après, on a considéré que c'était le modèle de consommation et de production qui était en ce qui peut être réalisé, qu'on produisait trop de déchets, qui consommait trop les ressources. Et puis aujourd'hui, on a des changements globaux, changement climatique. Et tout se passe un peu derrière le changement climatique. Et alors après, il y a quand même des faits internationaux, de la réalité internationale, qui prend un sujet. Les institutions de recherche financent des travaux sur un sujet, en disant, après, il n'est pas que tout se ramène à ça, mais ça intervient dedans. Si vous arrivez aujourd'hui avec un projet sur le modèle de consommation ou sur l'évitation des ressources à l'échelle de la planète, ça n'intéresse personne. Donc, après, il y a un intérêt. Je pense que dans les cercles internationaux, il y a un peu après la tendance à y croire d'autant plus qu'on est avec des gens qui ont les mêmes préoccupations. Et je sous-estime pas du tout le sujet. Je ne veux pas dire que ça n'est pas un sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on ignore d'autres questions qui sont largement aussi importantes. Aujourd'hui, des migrations environnementales, c'est pas le sujet majeur d'aujourd'hui. Ça sera peut-être demain. Mais de toute façon, je pense qu'effectivement, il y a des moyens de faire face. Et ça, on ne s'y intéresse pas forcément plus que ça. Pour lutter une barre, eux, ils s'y intéressent. C'est vraiment leur truc. Mais on pourrait s'y intéresser plus dans notre pays. Les États-Unis, par exemple, ne prennent pas la mesure du phénomène avec des énormes villes au bord des côtes. Mais donc je ne dirais pas qu'il y a un intérêt, disons, caché, ça je ne pense pas, mais il y a, c'est dans l'agenda international, donc c'est le sujet qui, ça a été comme ça pour le sida, un autre, sur la santé. Le paludisme a disparu complètement derrière le sida pendant longtemps. Et ça veut dire que c'était un sujet. Mais c'est comme ça, on a l'impression que la communauté internationale ne peut pas s'intéresser à plusieurs sujets en même temps. Donc, il y en a un qui efface les autres. Oui, c'est Non. Je vous le donne. Je rajoute un peu à la question. Vous parlez effectivement de s'être intéressé avant à la consommation, aux ressources, etc. Et je pense que le fait de ne pas avoir diminué, de ne pas avoir agi là-dessus, ça accentue peut-être les phénomènes qui se passent actuellement. Et moi, la question que j'ai vue, qui m'intrigue énormément, c'est là. Jusqu'à maintenant, on disait que l'aggravation est à peu près linéaire, alors qu'elle devient exponentielle, avec des problèmes de réchauffement des océans qui vont pouvoir renvoyer la chaleur, avec le problème du CO2, le problème de banquise et des pouvoirs d'albédo. Et donc, tous ces événements risquent d'avoir des effets de changement climatique plus importants. Et à ce moment-là, va se poser le problème de la vitesse de la montée des eaux ou des changements de cyclones, de force de cyclone, etc. C'est-à-dire que tout ce que vous avez
proposez qui est très intéressant et qui prouve qu'effectivement, il y a plein de solutions qui seraient possibles actuellement si on s'en occupait. Mais qu'avec l'aggravation, si la nature n'arrive plus à absorber notre vie, vont poser des problèmes d'adaptation de l'humain pour la migration ou le déplacement simple. Et je rajoute une question, mais qui est en dehors, c'est le nucléaire. Voilà. Oui, je ne sais pas trop. Le problème de la... Oui, non, je comprends bien, mais je ne sais pas trop comment réagir. Je suis d'accord avec vous sur le. D'abord, les modèles de consommation et de production, ils sont en cause très largement dans ces scénarios-là. Donc, là aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment en dehors du fait que. Parce que c'est quand même des questions qui étaient évoquées par le rapport Dose en 72, quand même. Et à partir de ce moment-là, on a fait des projections, on a dit c'est pas tenable, etc. Moi, je me souviens dans les négociations internationales, pas sur les questions de population, mais quand on abordait les questions environnementales, donc avant la conférence du Caire qui avait eu lieu en 1994, il y avait l'idée de concilier stabilisation de la population, puisque normalement c'était ça l'idée, une certaine croissance économique et le développement durable. Et la Chine, à ce moment-là, donc c'était dans les années, disons, au début des années 90, la Chine avait dit, le développement durable, ça c'est un truc de riche, nous, on va faire de la croissance économique soutenue, et puis quand on sera arrivé à votre niveau, on fera du développement durable. C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont un peu rattrapés par, d'une certaine façon, sur le plan environnemental, par cette question. Mais donc, il y avait un pays comme la Chine qui représente quand même un sixième de la planète. Quand il veut faire la consommation, de la production et consommation à tout prix, ça a une incidence mondiale. Donc, que les changements puissent être plus rapides, ça, oui, certainement. Après, on est toujours pris entre l'optimisme et le pessimisme sur des questions comme ça. Mais disons que je pense que, peut-être pour résumer un peu, je ne cherche pas à rassurer en tant que tel, mais je pense qu'il faut prendre la mesure du phénomène, parce que finalement, sinon on fantasme, mais on n'en fait rien de plus. C'est pas pour autant qu'on va faire quelque chose. C'est comme les migrations internationales, qui est des questions, la crise migratoire, qui est des questions momentanées, intenses, mais ça ne représente pas les migrations de la planète. Je veux dire, les migrations de la planète, elles se font très largement des pays du Sud aux pays du Sud, et on n'en voit pas la couleur. On voit les migrations qui vont vers chez nous, et qu'on voit avec beaucoup d'intensité, mais il y a plein d'autres mouvements. Et donc, moi, je milite pour le fait qu'on ait quand même une vision assez globale de la question. Oui, et qu'il y ait d'autres possibilités, justement. Oui, et qu'on ne soit pas centré que sur quelque chose qui, finalement, ne conduit pas forcément à l'action. Si ça conduisait à l'action, mais ça ne conduit pas à l'action, nécessairement. Oui, merci pour la conférence. Mais justement, d'évoquer quel est le regard du démocrate sur l'immigration subsaharienne, subsaharienne au sens large, puisqu'on voit qu'il y a aussi... la Syrie, l'Irak, et pourquoi est-ce qu'ils migrent ces gens finalement ils sont très... À l'intérieur. Alors à l'intérieur, ils vont plus chez nous, chez nous en Europe. Il y a pas mal de choses. Il y a justement les réseaux familiaux qui font que les gens ont des membres de leur famille dans un autre pays, et ça, c'est un pouvoir d'attraction très fort. Et quand on regarde les cartes de villages, par exemple, d'où viennent les gens, ils viennent en général du même village. Il y a il y a des effets très locaux derrière les mouvements. Les migrations intra-africaines, il y en a qui sont liées, alors tout ce qui est camp de l'Afrique, ça a été lié à la sécheresse. Après, il y a les sécheresses en Afrique aussi sahélienne, dans la région sahélienne. Avec des interactions avec les situations politiques qui peuvent être difficiles. Les gens du Burkina Faso, ils sont allés en Côte d'Ivoire, après ils ont été rejetés, donc ils sont revenus au Burkina et ils avaient du mal à retrouver des terres, parce que les terres avaient été occupées par d'autres. Il faut voir ça quand même sur une pression démographique qui est non négligeable.
Alors, là aussi, c'est pas un effet mécanique. Je veux dire, si on dit croissance de la population égale urbanisation, enfin entraîne l'urbanisation ou entraîne l'immigration, c'est pas vraiment vrai. Mais c'est quand même des éléments qui sont en ligne de compte. Alors après, par rapport à l'ensemble des migrations, ben, il y a aussi des besoins. Les pays développés, ils sont théoriquement contre l'immigration, mais ils aiment bien, à titre individuel, ils aiment bien avoir quelqu'un qui va dans les cuisines travailler. Donc après, il y a des phénomènes un peu, disons, micro derrière. Mais ah oui, et puis il y a des effets de modèle. Hein. D'abord, il y a toute l'histoire commune, disons, de la culture, etc., qui fait que les gens du Sénégal, du Mali, la France, pour eux, c'est une référence. Il y a les séries de la télévision qui avaient un pouvoir d'influence. Il y a pas mal de facteurs qui... Mais par contre, ce qu'on voit sur l'immigration aujourd'hui, c'est que avant l'immigration, c'était plutôt vers des pays qui avaient un lien. Si on regarde par exemple l'Espagne, elle a eu des migrants. L'Espagne était un pays d'émigration. Elle a eu ensuite des migrants d'Amérique latine, de Colombie, Équateur, etc. Et puis ils sont partis à la crise. Et il y a maintenant une migration d'Ukraine, de Chine, de gens qui n'ont aucun rapport avec le pays, avec l'histoire du pays. Après, il y a un phénomène de mondialisation qui... Et quand on regarde les parcours des migrants, juste pour finir, parcours des migrants, ils sont complètement erratiques. Les gens, ils viennent d'Amérique latine, par exemple, ils vont en Australie, et puis ils se retrouvent en Europe. Pardon, ces migrations qu'on a vues il y a peut-être environ 2 ans, on voit des fêtes de gens entières qui viennent. Bon, l'histoire des 2 millions de migrants en Allemagne, on avait quand même jamais vu ça vers l'Europe. C'est quand même inédit, ces familles qui partent comme ça, sans savoir où elles vont vraiment, et qui constituent des files entières, et qui à un moment donné sont bloquées plus ou moins une frontière, voilà. Et qui risquent gros, il y a beaucoup de morts là-dedans, enfin c'est très difficile pour eux. C'est quand même étonnant. Quel est leur moteur à migrer? La misère, voilà. C'est pas vraiment les misères, c'est pas les plus. C'est ceux qui sont au-dessus qui migrent. C'est jamais les plus pauvres qui migrent de manière générale. C'est ceux qui sont au-dessus qui ont déjà accès à quelque chose, qui se font manipuler aussi. Enfin, on leur fait croire aussi quelque chose de merveilleux. Moi, j'ai travaillé sur l'immigration indienne du Pendjab. Donc, les gens, ils vont dans le Golfe Persique, ils vont aux États-Unis, Canada, etc. Mais s'ils sont en situation d'échec, ils ont du mal à revenir, parce qu'en fait, on leur fait croire plein de choses merveilleuses aussi. Enfin, ils ont envie d'y croire aussi. Mais ils voient la télévision, ils se disent c'est merveilleux, et puis quand ils arrivent, ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Il y a pas mal de facteurs quand même qui rentrent en ligne de compte. Et autant individuels que des médias, de ceux qu'on connaît, etc., de ce qu'on entend dire par d'autres. Et d'ailleurs, pour finir un point, c'est assez paradoxal, parce que moi je travaillé sur l'immigration du Pendjab. Il y avait un riche propriétaire du Pendjab, il était allé en Allemagne, il avait travaillé dans une pizza. Donc c'était, je ne sais pas si vous les voyez, les sites, c'est des gens très très forts, très costauds. Et donc quand il était là-bas, il était, en tout cas c'est le chef qui est là, il a une belle propriété. Il travaillait dans une pizza en Allemagne. Il était revenu parce qu'il avait un problème de jambe, il ne pouvait pas continuer à travailler. Et on lui demandait est-ce que vous repartirez. Il dit non, je ne repartirai pas, mais il voulait absolument que ses enfants partent en migration. Alors qu'on se disait, cette situation là-bas est mieux que ce qu'il peut espérer avoir. Donc c'est vraiment difficile de dire, De répondre bien à votre question. Oui. Oui, ma question c'est est-ce qu'il y a des effets de génération? C'est-à-dire, est-ce que c'est des familles entières, 3, 4 générations qui migrent? Est-ce que c'est les plus jeunes? Ou est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des mouvements de généraux il y a un peu là. Sur l'immigration, c'est modèle. Vous avez, si on regarde à l'échelle de la planète, vous avez une migration dans les pays du Golfe,
Ces migrations qui étaient largement masculines, qui développent par pénalisant des chez eux. Vous avez des migrations vers les États-Unis, Australie, etc. Elles sont de niveau d'éducation plus élevé. Vous avez des migrations des Philippines, c'est plutôt des femmes très féminisées par rapport à d'autres migrations. En Afrique, c'est plutôt des gens qui vont alors il y a des migrants internationaux, mais il y a pas mal d'exode rural, de gens qui vont en ville, qui étaient au départ les garçons, et maintenant plus les filles. Alors, les filles sont en situation un peu particulière, mais donc clairement, il y a une migration féminine qui est devenue de plus en plus importante, alors qu'avant, la migration était très masculine. Et c'est quand même plutôt les jeunes qui migrent. Bon, je ne parle pas du regroupement familial, mais quand il y a les situations de regroupement familial, comme on pense que c'est un travailleur qui vit dans un ami, donc il a sa femme, ses enfants. C'est l'effet de génération avant, si on peut dire. Mais disons, dans cette situation, si on prend du point de vue de l'individu, c'est quand même plutôt des jeunes qui vont partir. Et on le voit, les grands jeunes, ou des jeunes. Oui, c'est ça que je vais vous poser. Un des chiffres, un des nombres que l'on ressort, c'est souvent 20 ans, c'est de dire l'Afrique, à la fin du siècle, ça sera 10 milliards. Bon, comment est-ce que vous voyez ce problème-là en termes de migration à long terme? Le problème des migrations, c'est que le potentiel migratoire des pays émetteurs, enfin possiblement émetteurs, n'a rien à voir avec le potentiel de réception de l'Europe. L'Inde, par exemple, produit 20 millions de naissances par an, 20 millions de personnes nouvelles par an. En 3 ans, c'est la population de la France. Donc, quand on parle de rééquilibrer le marché du travail par des migrations, ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher si on fait une régulation très stricte de la migration du point de vue du pays d'accueil. Mais si on laisse partir, enfin, si tous ceux qui sont en âge de travailler partent, l'Europe, elle tient pas le choc, ça c'est clair. Alors après, est-ce que la question de l'Afrique, c'est vraiment une question très difficile. Je pense qu'il y a des enjeux environnementaux considérables. Il y a une croissance de la population qui se poursuit avec des tailles de famille très élevées dans certains pays, encore aussi d'enfants par femme. Donc un potentiel de croissance énorme. Une situation qui est difficile à gérer. Les États développés, enfin les pays les plus riches, sont sensibles à la question, mais c'est extrêmement délicat de dire aux autres pays, il y a moins d'enfants. Là, donc il y a des programmes, la France en particulier, il y a des programmes disons, pour toucher à la limitation des naissances en Afrique, mais en marchant sur des œufs, parce que c'est quand même délicat d'aller dire aux gens, il y a moins d'enfants. Et donc, il y a des programmes de santé maternelle, etc., pour sensibiliser les femmes à la santé des enfants et à leur santé. Mais, donc, c'est une question trop délicate. Alors, sur le potentiel migratoire de l'Afrique, oui, il peut être considérable. Si c'est à destination de l'Europe, il peut être considérable. Après, je n'ai pas trop d'idées sur ce qui peut se passer par rapport à ces déplacements. Les pays qui ont connu des très fortes croissances de population, comme la Chine, n'ont pas eu des migrations considérables au regard de leur... Mais c'était des pays qui n'avaient pas les mêmes traditions, les mêmes liens. L'Afrique, elle a des liens avec la France en particulier, et avec l'Angleterre aussi, qui font que la migration est plus présente. Mais de l'Inde, les migrations indiennes pakistanais à Londres, mais ça n'a pas été massif au regard du pays émetteur, 30 ans. Ça peut être important pour le pays qui reçoit, mais au regard du pays émetteur, compte tenu du potentiel, donc oui, enfin, c'est vraiment une grosse incertitude aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'elle va rentrer dans une transition démographique? En plus, on voit des phénomènes qui sont bizarres, parce que l'Afrique du Nord, enfin, Maroc, Tunisie et Algérie, ont eu une baisse de la fécondité assez remarquable, tous les trois, à peu près similaire. Et depuis quelque temps, ça a remonté.
Et là aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on avait l'impression que quand la fécondité baissait, c'était gagné. Évidemment, c'est pas forcément si gagné que ça. Et l'Égypte aussi, un peu ça. Bon, les pays l'Égypte, c'est déstructuré, donc ça n'arrange rien. C'est un pays qui a un potentiel migratoire et des questions de densité extrême. Mais la désorganisation du pays fait que les gens n'ont plus forcément un avantage à aller vers des Tiffany, etc. Parce que on sait bien que les rééducations est très important. La nature de l'éducation, c'est à peu près le seul. Disons, il y a un niveau de vie, mais éducation au niveau de vie, c'est ça qui fait que les gens changent de comportement à l'égard de la fécondité. C'est quand ils vivent mieux et qu'ils se disent, les enfants, il faut que vous ayez l'école, qu'ils fassent mieux que moi, etc. Ils commencent à investir sur leurs enfants. À ce moment-là, ils réduisent le nombre d'enfants. Et donc, je ne peux pas répondre plus sur le cas de l'Afrique. Tout le monde se penche aujourd'hui sur le cas de l'Afrique. Sachant que c'est tout ça, et quand même. Parce que la Chine, quand même, a eu une politique. L'Inde a mis en place une politique de limitation de naissance en début des années 50, 1950. Elle n'a jamais réussi à obtenir le résultat. Ils ont mis des objectifs, pris diverses mesures, et ils ont été régulièrement obligés de revoir les objectifs. La Chine, il y a eu la politique de l'enfant unique, il y avait déjà une politique un peu avant, disons la politique de l'enfant unique, elle a fait baisser la fécondité. De manière très importante. Et ensuite, les Chinois se sont dit on va avoir trop de personnes âgées pour avoir la population, donc ils ont relâché la qualité pour se dire on a tapé trop fort. Et donc on voit bien aussi que la régulation des populations, c'est pas quelque chose de simple et en plus pas réversible. C'est-à-dire que les gens, on peut les empêcher d'avoir des enfants. Enfin, en Chine, on a pu parce que c'est un régime très coercitif. Mais après, si on leur dit maintenant vous pouvez en avoir, ben, ils n'ont pas spécialement envie de en avoir. Maintenant, ils sont partis dans de la consommation, ils sont partis sur autre chose. Donc, c'est pas. Ils sont où en Chine? Pardon? Ils en sont où en Chine? Les enfants? En nombre Les d'enfants. enfants. Oui, c'est un peu mieux de. Merci aussi.